Parce que ces magazines de la rédaction de Canal Congo Télévision en vue d'analyser la situation politique qui défraie la chronique en République démocratique du Congo. Élection des gouverneurs, vice-gouverneurs et des sénateurs en République démocratique du Congo. En ce qui concerne le gouverneur, désormais Daniel Bumba et Edi Yeli vont donc conduire à la destinée de la ville-province de Kinshasa, une ville où il y a plein de défis à relever, notamment sur le plan sécuritaire et le plan des infrastructures. Mais s'il faut revenir à ces élections, la question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres ici est celle de savoir si ces élections ont été émaillées d'irrégularités ou les députés provinciaux ont tout simplement respecté les mots d'ordre donnés par leur regroupement et formation politique, car la lutte contre la corruption est un impératif démocratique en République démocratique du Congo. Analyse et commentaires avec nos invités sur ces plateaux en deuxième lecture. Nous allons donc aborder cette question de détournement des deniers publics en ce qui concerne l'installation des forages où on parle de la surfacturation. Mais est-ce que cette question va aller jusqu'au bout? Est-ce que la justice va donc arrêter les concernés dans ces dossiers? Nous allons donc analyser toutes ces questions et au finish, nous allons donc aborder cette question de l'interpellation par le procureur général près de la Cour de cassation qui a initié une information judiciaire à l'endroit du cardinal métropolitain Fridolin Ambongo. Toutes ces questions seront donc débattues et analysées au cours de cette émission kiosque. Comme invité, Carmel Batalou, il est analyste indépendant. Je vous salue. Merci. Je vous salue également, mais également, passez-moi cette tautologie, mes co-débatteurs, Monsieur Emmanuel Chibambi, mais aussi mon co-débatteur Joseph Kongolo. Monsieur Joseph Kongolo, merci beaucoup. Et surtout ceux qui nous suivent en ce net moment. Monsieur Joseph Kongolo, vous êtes le bienvenu sur Kiosque. Merci. Merci. Je voudrais tout de suite saluer les amis qui sont sur le plateau avec moi. Je salue aussi, d'abord je félicite tous les nominés, que ce soit au niveau des gouverneurs ou encore des sénateurs. Je leur présente toutes mes félicitations parce que c'était pas facile. C'est pas facile dans les circonstances actuelles sortir gouverneur ou sénateur. Donc tout à l'heure, nous allons nous prêter à toutes vos questions, monsieur, et nous allons donner notre opinion là-dessus. Emmanuel Chibambe, vous êtes les bienvenus sur Kiosque. Bonjour Eddy, bonjour également aux amis qui sont aujourd'hui co-débatteurs. Et je tiens à saluer toute la population congolaise qui nous suit en ce moment. À tout honneur, à tout seigneur, je voudrais ici féliciter le patron de mon parti politique, l'honorable sénateur Augustin Kabouya, pour sa brillante élection. J'ai entendu mon ami d'en face, excusez-moi, le nom m'a échappé. Joseph Kongolo. Qui a dit les nominés. Non, hier, il n'y a pas eu des nominés, des élus. Ils ont été élus, ils n'ont pas été nommés. Donc, vous savez, lorsque vous avez un mandat électif, c'est tellement bon. Et puis, vous savez, moi j'ai tenté l'avoir, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, c'est toujours bien d'avoir un mandat électif plutôt qu'un mandat nominatif. Sur ce, je salue également tous les amis du parti, Ivan Kazadi, ils sont nombreux, Gérard Moulumba, et tous ceux qui ont, tous ceux qui n'ont pas été élus, député courage, national et je pense et que sénateur, vous ne voyez pas que c'est un mandat de trop? Un mandat de trop, pourquoi? Donc, parce que c'est Augustin Kabouya, c'est un mandat de trop. Déjà dit, lorsqu'il y avait Varis Bochab, qui avait je cite Varis Bochab parce que c'est parmi les cas, les exemples sont les gens, il y avait Varis Bochab, il y avait Papa Nembalemba, il y avait la famille Boussa, la famille Bakonga, donc toutes ces familles, vous ne l'avez pas vu, vous n'avez vu qu'Augustin Kabouya. Or, lui n'a régogé que 2 postes électifs. D'autres en ont 4, 5 et 6. Pourquoi seulement quand c'est Augustin Kabouya, vous faites procès? Non, c'est pas bien. Mais moi,
Moi, j'ai la ferme conviction qu'Augustin Kabouya a quelque chose venant de l'éternel. En tout cas, ça c'est un pressentiment. Parce que c'est tout le monde. Il n'a que deux postes sélectifs. Hein. Il a été élu député national. Et puis, il est allé compétir en tant que sénateur. Il a été élu hier. Mais non, seulement 2 fonctions électives. Alors, vous voulez faire un procès, vous voulez faire, je ne sais pas moi quoi. Très bien. Oh, vous avez oublié, il y a télé comme la gouverneure Fifi Masuka qui a raflé 4 postes électifs. Oui. On en parle moins, mais quand il s'agit d'Augustin Kabouya, bon, je comprends quand même pourquoi tout le monde tourne ses armes vers Augustin Kabouya. C'est quelqu'un, je sais de quoi je suis en train de parler, c'est quelqu'un qui a vraiment... Et ne soyons pas surpris demain s'il occupait de hautes fonctions dans ce pays. Mais ce Jove Congolo, en parlant de Fifi Masuka, faudra-t-il admettre que c'est un égoïsme de Bonalo? Bon, vous savez, nous sommes dans une arène politique qui se veut démocratique et que, par principe, si la base, les électeurs portent leur choix sur quelqu'un, quel que soit le nombre, d'abord, ce n'est pas condamné parce que nous sommes pratiquement dans le principe démocratique, parce qu'il a été élu, voyez-vous, ça c'est la première chose. Deuxièmement, pourquoi rafler 4? C'est peut-être au niveau de l'individu qui a peut-être des visées que nous, on ne connaît pas. Mais en réalité, le principe, le jeu politique, le jeu démocratique tel qu'il s'est passé, il n'y a pas à reprocher. Et c'est peut-être au niveau de l'individu, savoir quel était le degré et la hauteur de ses ambitions. En ce moment-là, c'est à elle qui peut bien vous répondre à cette question. Mais pour nous, nous pensons personnellement que le pays, c'est un pays qui a beaucoup de problèmes, qui a un problème de chômage, politique y compris. Il aurait été mieux de laisser quand même ses proches aussi conquérir ces postes. Alors le problème, c'est de savoir s'ils avaient la carrure, n'est-ce pas, pour pouvoir bénéficier de la confiance des électeurs. Alors si elle l'a fait, peut-être pour céder à certaines personnes, bon, je crois que la meilleure réponse, c'est peut-être dans le chef de Fifi Masuka qui peut nous dire pourquoi elle a préféré conquérir 4 postes électifs. Carmel Batalou, oui, je reviens à vous. D'abord, la question, l'élection des sénateurs et des gouverneurs par les députés provinciaux dans notre pays, la République démocratique du Congo, faudra-t-il admettre que cela est une exigence constitutionnelle pour la représentation démocratique au Sénat, mais également au niveau des assemblées, en fait au niveau des provinces. Mais malheureusement, ces élections ont été toujours entachées de corruption. Vous, en tant qu'analyste, comment voyez-vous ça? Bon, le problème des problèmes, c'est l'homme congolais. C'est la mentalité. Il vous rappellera que le prédécesseur de l'actuel chef de l'État, je cite M. Joseph Kabila, disait, bon, regrettait, je dirais comme ça, le fait de ne pas avoir changé l'homme zaïrois, lequel qualifié comme étant celui qui ayant un comportement truffé de beaucoup de négativité. Il n'a pas réussi à lui transformer en homme congolais, un révolutionnaire, quelqu'un caractérisé par des valeurs. Et moi, je dirais, c'est ça vraiment l'homme congolais, ce n'est qu'un aveu d'échec. Les gouvernants d'aujourd'hui, tout comme ceux de demain, devraient beaucoup plus s'atteler sur ça, transformer la culture. C'est autant dire que nous n'avons pas encore admis ce qu'on appelle la culture institutionnelle. Pourquoi? Lorsqu'on prône ce genre de valeurs, on voit l'autre, on voit la République avant tout. Nous avons beaucoup entendu quant aux élections des gouverneurs, quant aux élections sénatoriales. À l'élection sénatoriale, plutôt, nous en avons beaucoup plus entendu. Encore, par ailleurs, je dirais que nous avons un système bicaméral, hein, mais les rôles que joue le Sénat, c'est en réalité les mêmes rôles que l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, le chef de l'État, lui qui nous avait promis de ne plus tomber dans les erreurs du passé. Donc vous optez pour la suppression du Sénat? Je ne fais que...
vous m'avez d'ailleurs anticipé. Donc, je l'opte. Excusez-moi, je ne minimise pas l'importance du Sénat dans notre pays. Mais lorsque je vois cette injustice sociale, lorsque je vois cet écart très énorme entre les peuples d'en bas et ceux qui jouissent, ceux qui dilapident, n'est-ce pas, les trésors, l'argent du trésor public, je me dis, mais pourquoi ne pas avoir cette ambition courageuse, de supprimer certaines institutions, entre autres les Sénats, parce que ce sont le même rôle, ce sont presque les mêmes rôles, les contrôles parlementaires, la production législative, bien que le Sénat vienne en deuxième lieu, ce sont presque les mêmes rôles. Pourquoi ne pas les supprimer? Non seulement ça suscite des remous, qu'il y a ceci, cela, mais il ne cesse de s'enfoncer, de tomber, d'avancer, n'est-ce pas? Quant aux antivaleurs, aux corruptions, et tout, nous avons beaucoup appris. Que tel aurait réussi ceci, tel autre aurait réussi cela, il y a eu $100 000, là, les $100 000 provenant de la caisse de l'État, il y a. Et je dirais qu'une fois de plus, la justice congolaise est mise à l'épreuve. Puisque lorsque vous entendez de telles révélations, par exemple, non, tel candidat, des candidats X, a corrompu, passez-moi cette expression, vous comprenez, 100 000, pourquoi ne pas ouvrir les enquêtes si tel est vrai? Une fois de plus, la justice congolaise est mise à l'épreuve. Donc, quant au Sénat, pour réduire quand même les traits de vie, les institutions, il faudrait avoir des ambitions courageuses allant dans le sens de supprimer la Sénat. Il n'y a pas que les Sénats, plutôt, il y a par exemple les CNSA et les autres. Donc, mais à l'époque, Steve Mbeki avait émis le vœu de voir toutes ces institutions être supprimées. Il avait même initié une pétition contre cela. Mais cela, jusque-là, n'a pas encore abouti. Bon, je crois que peut-être votre demande devrait être écoutée. Emmanuel Chibambe, je reviens à vous. Les processus démocratiques, ces élections organisées par la Commission électorale nationale indépendante au niveau des assemblées provinciales, cela a toujours été entaché des irrégularités, compromettant ainsi l'intégrité du système politique, et cela sape également la confiance du public dans les institutions démocratiques. Maintenant, que faut-il faire pour lutter contre ce cycle infernal de la corruption en République démocratique du Congo? Edi Kabea, vous savez, quand j'ai commencé à présenter mes félicitations, j'avais omis de pouvoir également présenter mes félicitations également au nouveau patron de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. Le camarade Daniel Bumba Lubaki, un ami, un camarade du parti que je salue, que je connais depuis très longtemps. Et j'ose croire que cette fois-ci, je dis bien, je parle français, j'ose croire que cette fois-ci, la ville, elle sera véritablement dirigée. Vous avez oublié aussi je connais voilà, c'est son colistier. Quand je parle de Daniel Lubaki, il a un colistier. Il faut citer les noms. Donc je cite, excusez-moi, monsieur Edi Yeli, qui est son vice-gouverneur. Je pense que ce duo va apporter quand même le ouf de soulagement, parce que c'est pratiquement c'est depuis 2006 que la ville n'est pas vraiment dirigée. C'est depuis 2006. Donc, oui. Donc, quand là, vous remettez en question tous les en tout cas, la ville, d'après moi, en quoi c'est discutable, d'après moi, le tout dernier gouverneur qui a semblé, qui est même de façon ironique diriger la ville de Kinshasa, c'est l'ingénieur, comment il s'appelle, Jean Kimunda. Non, pas Jean Kimunda. Il était conseiller de M. Kabila, infrastructure. Infrastructure, je crois. J'ai oublié son nom. J'ai Théophile même. Non, pas Théophile. Il était DG à l'ONATRA. Il était DG à l'office des routes. DG à l'office des routes. Son nom m'a échappé, mais ça revient. En tout cas, c'est le tout dernier. Oui. Après lui, tout ce qui sont passés. Marco Bangouli, c'est ça? Non. Il s'appelle Jean.
Jean Kimbunda. Non, 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 non. Pas non, Kimbunda. non. Ça revient, ça viendra, ça viendra. On a Donc, jamais- je pense que cette fois-ci, le duo Loubaki, Ieli fera vraiment, va raviver vraiment toutes nos aspirations, nous en tant qu'Équinois, parce que moi je suis venu à Kinshasa, j'ai besoin de voir que cette ville puisse revêtir sa robe d'attente. Donc c'est ce que nous attendons de ce duo. Voyons voir hein, Loubaki. si cela va Donc être plein le succès cas. à M. Loubaki. Alors, pour revenir à votre question, Oui. que faudra-t-il faire? Premièrement, vous savez, c'est vrai, la clameur publique, la dénonciation, tout ça, ce sont des faits, sont des faits de droit, d'où lorsque cela s'avère, il faut que la justice s'en saisisse, tout qu'on sort, c'est vrai. Mais vous savez, le fait ne peut pas seulement se limiter par la clameur publique ou par la corruption. Ici, il faut que les gens me comprennent. Je ne veux pas qu'on puisse encore travestir mes propos, dire que je soutiens. C'est vrai, nous claironnons, nous clamons tout, voilà, corruption et ceci. La justice a même ouvert une instruction allant dans ce sens-là pour traquer ceux qui seraient Cité dans cités. dans les conditions. Mais en tout cas, depuis qu'on avait ouvert cette instruction, j'ai vu même le président de la CENI qui a fait le tour du pays pour aller se conscientiser. J'ai même vu, lors d'un conseil de ministres, les injonctions qui ont été intimées par la ministre de Justice pour... Aucun succès. Voilà. Donc, quand vous dites aucun succès, c'est dans le sens où on n'a pas attrapé, parce que en justice, il faut avoir de preuves, n'est-ce pas? On n'a pas attrapé les gens, comme on dit, la main dans le sac. Mais nous avons appris, même si, quand même qu'on n'a pas vécu, mais on a appris qu'il y aurait des gens qui ont partagé des Et vous oubliez les 80 députés invalidés par... oui, c'est les 82, 3 députés qui ont été invalidés, tous, bon, la plupart, chacun avait tout le monde n'était pas invalidé à cause de la corruption. Il y avait de ceux-là qui ont été invalidés pour actes de vandalisme. Oui. Pas seulement, il y a aussi d'autres qui ont été invalidés pour détention des matériels de la CENI. Vous voyez? Donc tous n'ont pas été invalidés à cause de la corruption. Mais ça, ce sont des mots qui gangrènent quand même la société. Vraiment, je pense que la solution serait que les autorités puissent vraiment y veiller quant à ça, mettre vraiment beaucoup de sérieux pour que prochainement nous ne puissions pas avoir ce genre de comportement immoral qui détruit, qui déprave la population et surtout les citoyens. Donc pour moi, la solution de supprimer le Sénat, moi je pense que ce n'est pas ça la solution. Mais seulement, si on peut revoir, moi je l'ai toujours dit, le mot de scrutin pour être sénateur, pour être gouverneur. Ça c'est très important. C'est très très important. J'ai comme l'impression que la culture démocratique, la culture électorale, nous n'avons pas encore une forte expérience de la culture électorale dans notre pays. Oui. Nous en sommes seulement au 4e cycle. Donc nous n'avons pas encore cette culture électorale. Donc il faudrait que nous puissions quand même revoir certaines règles. Mais vous savez, pour que je chute, vous savez où j'ai les problèmes, j'ai dit Kabia. Je l'ai toujours dit, le problème c'est notre constitution. C'est ça. Tous ces problèmes tirent leur source dans la Constitution. Vous voulez quoi? Moi, en tant que... Vous changez non. Moi, en tant que Congolais, moi, en tant que Congolais, vous savez, d'abord, je vais vous surprendre. Moi, en 2006, j'avais récusé qu'on puisse adopter cette Constitution. Ça, c'est un secret des polichinelles. Bien que ma voix n'avait pas été majoritaire, j'étais parmi les minoritaires. Et cette constitution a vu le jour jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous savez, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on doit réviser la constitution. Non. Oui. Moi, je suis de ceux qui pensent que cette constitution doit être refaite, du fond à combat. Mais je l'ai dit, c'est un Congolais qui pense, qui réfléchit. Je suis un chercheur en même temps. Je suis un intellectuel, un chercheur. Il faut, en leur place que vous vous étonniez, posez-moi la question, mais Emmanuel, pourquoi vous dites ça? Je vous donnerai des éléments. J'ai fait l'usage, moi j'ai fait l'usage du contenu intégralement de l'article 1 jusqu'au dernier article de notre Constitution. Je vous dis, l'un des problèmes l'un des problèmes que notre pays connaît, c'est aussi la Constitution. Les gens en parlent moins. Ça, je vous dis.
Notre constitution est un sérieux problème. Aujourd'hui, est-ce que cela n'est pas une manière pour vous de l'Union pour la démocratie? Non, non, mais pourquoi toujours voir des choses au revers de la main, cher ami? Moi, je suis en train... Moi, Emmanuel, demain, je partirai. L'UDPS, demain, partira. La nation restera à l'éternité. Mais si tel est le cas, oui. Pour assurer une meilleure adéquation de certaines vertus constitutionnelles, pourquoi ne pas opter pour la révisitation au lieu des changements? Très bien. Est-ce que vous savez que dans notre constitution, il y a certains articles qui sont intangibles? Donc ça veut dire, si on revisite la constitution, quand on parle de l'intangibilité, ça veut dire on ne peut même pas faire allusion. S'il vous plaît. Laissez-moi vous parler, cher ami. Oui, parlez. Nous sommes des politiques, c'est notre travail. Nous bouffons tous les jours. Moi, c'est tous les jours que j'ai fait l'usage du contenu de notre constitution. Vous savez, parmi les problèmes que nous connaissons dans ce pays, entre autres, ces articles-là intangibles. Moi, je vous dis, alors si vous optez pour la révisitation, votre mot, ça veut dire que on va révisiter d'autres articles susceptibles d'être révisités, mais certains articles qui causent problème, comme ils sont intangibles, même si on revisite, on ne peut jamais toucher. Or, en lieu place, pour que nous revenions, pour que nous puissions plus encore claironner dans les années qui viennent, constitution, en lieu place de revisiter, moi je propose tout simplement de l'expurger totalement. Qu'on refasse une autre constitution. Et surtout que, s'il vous plaît, en tout cas, cette fois-ci, je chute. Surtout que, on est sans savoir que cette constitution, nous connaissons les rédacteurs. C'est un secret de polichinelle. Or, moi, Emmanuel, j'aurais souhaité que les rédacteurs soient vraiment des élus du peuple. Très bien. Monsieur Joseph Kongolo, je vous accorde aussi 5 minutes, je crois. Oui. Nous parlons de la corruption dans ces élections de gouverneurs, vice-gouverneurs, mais aussi des sénateurs. Faudra-t-il admettre aujourd'hui que cette pratique nuise à la liberté des choix, de l'équité et à la crédibilité des assemblées provinciales et des sénateurs, mais également de gouverneurs prétendus élus à ces élections qui s'est déroulées hier au niveau des organes délibérants? Bon, merci beaucoup. D'abord, l'élection est un mal social qui gangrène la société mondiale. Ok? Ah bon? Dans tous les pays du monde, il y a la corruption. Mais ce sont les proportions qui changent dans chaque État. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, revenons dans notre pays. Qu'est-ce qu'il faut pour enrayer la corruption? Je crois que c'était la question majeure dans ce que vous avez posé tout à l'heure. Oui. Nous sommes partis d'abord de la révolution pardon. Ça, c'est Kabila Père qui nous a amené la révolution pardon. Ça veut dire tous ceux qui ont trempé dans le mal, tous ceux qui ont égorgé les Congolais, qui ont volé, pillé les caisses de l'État, ils ont été pardonnés. C'est ça la révolution pardon de Kabila. Voilà les leçons que nous pouvons tirer de la lutte contre la corruption, contre tous les maux qui rongent la société congolaise. Après lui, on nous a amené la révolution de la modernité. Oui. La révolution de la modernité. Quand vous prenez la modernité, quand vous prenez le concept de révolution, c'est une rupture, un arrêt et un nouveau commencement. Oui. Où était la place de la corruption? Est-ce qu'on s'est arrêté et on a fait une nouvelle marche? On a commencé une nouvelle marche avec un nouvel homme. Ça n'a jamais été fait. Ce sont des mots vains. Après la révolution de la modernité, on nous a amené le peuple d'abord. Avec Félix Tshisekedi. Avec Félix Tshisekedi, avec Etienne et puis Félix Tshisekedi. Le peuple d'abord. Quand vous voulez faire l'anatomie de ce concept, de ce concept phare du sphinx du limité, si la corruption doit continuer, ça veut dire que le peuple n'a pas sa place dans ce mot d'ordre. Il n'a pas de place. Ça veut dire que toutes les politiques mises en place pour transformer la société ont échoué. Oui. Ont échoué. Parce que je peux poser la question, moi je suis un analyste aussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mettre fin à la Constitution concrètement?
À la corruption, la Constitution. À la corruption, pardon. Ouais, oui. À la je parle de la corruption. Ouais, oui. Concrètement, en dehors de quelques institutions, n'est-ce pas? Mais la corruption n'est pas qu'institutionnelle. Ça devient une manière de vivre. Ça devient une manière de vivre du Congolais. Oui. Regardez sur la route. Entre le PCR et le chauffeur, il y a toujours des mains. Une main qui reçoit, un mot à Lucas, il y a l'Ikassou, ainsi de suite. Ça veut dire que c'est un phénomène global pour ça la société congolaise et qui est en train d'empêcher le décollage de la République. Quels sont les efforts qui ont été faits, du moins au niveau de la société, pour mettre fin à la corruption? Mais aujourd'hui que la République... Je termine. Aujourd'hui que le pays tangue vers la consolidation des acquis de la démocratie, mais aussi la rupture de tout ce qui s'est passé à l'époque, vous ne voyez pas que c'est déjà un pas franchi vers la fin de cette impunité. Tous les mots d'ordre que je vous ai donnés ici signifient la rupture. Elle n'a jamais été faite. Tous les mots d'ordre que je vous ai donnés, la révolution pardon, la révolution de la modernité, le peuple d'abord, ce sont des ruptures. Ce sont des ruptures pour un nouveau commencement. Mais tout ça, et on commence avec un nouvel ordre. Dans le souci des booster. Effectivement, mais qu'est-ce qui a été fait sur le terrain justement? J'y comprends. C'est-à-dire qu'ils font une bonne anatomie de la société congolaise, mais est-ce qu'ils mettent des institutions, des structures et des animateurs qu'il faut pour pouvoir enrayer ce mal qui ronge la société? Je dis non. Je dis non. Oui. Ça, c'est la première. Deuxièmement, Oui. Kabila père, n'est-ce pas? C'est la seule personne, politiquement parlant, qui a eu une opportunité sans pareille pour pouvoir construire une nouvelle société politique en République démocratique du Congo, parce que tous les Mobutistes avaient fui et que la société avait accueilli à bras ouverts, n'est-ce pas, Oui. M. Kabila? Donc, on lui a donné une page vierge sur laquelle il devait faire des prescriptions nouvelles pour une société nouvelle, une société congolaise nouvelle. Malheureusement, il a raté le train. Aujourd'hui, Félix est arrivé, reçu à bras ouverts. Je parle du deuxième mandat de Félix. Oui. Je ne parle pas du premier mandat qui a été très compliqué. Le deuxième mandat de Félix, il a fait 73% de voix exprimées en faveur du président de la République. En réalité, ça signifie quoi? Nous devons faire cette lecture. Ça signifie que la société lui a donné sa pleine confiance pour transformer la société. Par conséquent, il doit changer les méthodes. Il doit changer les méthodes et il doit aujourd'hui créer des institutions efficaces au niveau de la société pour changer la société. Parce que il n'y a pas une société moderne, il n'y a pas un pays développé sans une société des populations développées. Donc ça va de pair. La preuve est là. On vous a donné des infrastructures que vous ne savez même pas protéger. Ce sont des rigoles pleines qui sont transformées en poubelles. Ce sont des terrains de football. Chaque fois qu'il y a un problème, vous allez casser. Tout ça, c'est parce que le développement social, le développement de la mentalité ou encore de la culture politique est trop basse par rapport à la vitesse de développement. Très bien. Donc, il faut créer un certain équilibre entre le développement des nouvelles valeurs qu'on doit impulser au sein de la population, de manière à ce que le degré d'appropriation de toutes les réalisations que chaque régime donne soit un bien jaloux de la population. Malheureusement, de ce côté-là, il n'y a pas de travail. Je termine par ceci. Chutez. La population congolaise est composée de 70% des jeunes. Oui. Tout celui qui passe ministre de la jeunesse doit être un leader potentiel de cette République. Parce que la valeur majoritaire, c'est-à-dire quand il impulse au sein de la jeunesse des valeurs nouvelles, des valeurs de développement, cette jeunesse, par sa majorité, peut imprégner ces valeurs dans l'ensemble de la société et transformer la société. Donc, il faut que le régime prenne des leviers essentiels pour pouvoir impulser de nouvelles valeurs dans la société. Et ces leviers sont, parmi les leviers essentiels, il y a la jeunesse. Vraiment, on a senti la réaction d'un opposant au lieu d'un homme au pouvoir. Je ne suis pas opposant, mais mon travail, c'est celui de donner des voix pour pouvoir sortir le pays du gouffre dans lequel il se trouve. Carmel Batalou, vous avez suivi l'argumentaire de Joseph Kongolo. Il a évoqué la révolution de la modernité, la révolution pardon, mais également le peuple est d'abord un concept tant
prônée par l'actuel régime séquédiste, faudra-t-il admettre que aujourd'hui il manque indubitablement la ferme volonté politique largement partagée du pouvoir et de la classe politique de mettre fin à ce genre de pratiques, c'est-à-dire la corruption? Ma réponse est positive. Je dirais, ce qui nous fait aussi défaut, allais-je dire, c'est que nous n'avons pas ces gens-là, les décideurs, nous ne sommes pas animés par cet esprit patriotique doublé de la volonté politique. La volonté politique, en fait, c'est quoi? Je vous promets ceci, Oui. et qu'une fois aux affaires, je me bats pour que cela soit une réalité. C'est de vouloir donner la réponse. Vous comprenez? Bon. Je vous dis que je vais construire autant de kilomètres de routes, et une fois aux affaires, je le fais. Je vous promets que je vais devoir faire ceci. Dans des promesses non tenues. Donc c'est la volonté politique. Or, Oui. tous les schémas sont là, toutes les théories nous sont devant, et la loi, et les projets, et tout ça. Ce qui nous manque, c'est l'amour d'abord de cette nation. Oui. Ce qui nous manque, c'est la volonté de pouvoir changer les choses. Voilà pourquoi j'avais dit, lorsque vous m'avez posé la première question, que les problèmes, c'est nous, c'est l'homme congolais. Les plus grands problèmes de ces pays, c'est l'homme. Or, dans l'homme congolais, Oui. il y a les dirigeants, mais aussi les dirigés. Et la grande part des responsabilités du fait que nous aux dirigeants. Et comme aux dirigeants. Vous savez, même en lingala, on dit « ebale tingama tingama » puisque moto azangaki ya moto relaxango nzela zate. Vous savez, ce peuple, cette grande majorité, la masse, ne peut bien être orienté qu'avec l'aide de nous les dirigeants. Mais nous-mêmes déjà, qu'est-ce que nous faisons de ce peuple? Très bien. Et les politiques, et les décideurs, qu'est-ce qu'on fait de ce peuple? Rien. Pendant que le peuple est en train de s'alarmer, pendant que le peuple manque ceci, manque cela, est-ce que nous là, nous admettons leur voix, nous là, avons ce souci-là de répondre à leurs attentes? Ce sont de telles questions qui nous demandent. Oh, il est évident que dans certains coins de la République, les gens manquent de l'eau, mais il y a un ministre, une autorité, un officiel, prend les leaks, hein, paraît-il, n'est-ce pas, de détourner. Pendant que dans un coin, le peuple pauvre d'en bas crie, ne cesse de crier, manque de l'eau potable. Mais lui, il prend les leaks, et c'est ça l'absence en fait du patriotisme. Vous comprenez? Oui. Mais c'est parfois les mêmes acteurs en Afrique et au Congo. Et après, à la fin du mandat, pour chercher à se faire rempiler, il vient, voilà, devant cette même population, voter pour moi et tout, avec des belles promesses. C'est vraiment un cycle très dangereux, c'est un peu compliqué. Bref, Oui. je vous dis que nous n'avons pas cet esprit-là patriotique, nous n'avons pas cette volonté politique allant dans le sens de changer, allant dans le sens d'apporter le développement du pays. Je dirais ça en fait. Emmanuel Tshibambe, changeons de registre pour parler cette fois-ci de cette problématique de détournement des deniers publics, notamment sur cette affaire de lampadaires ou même des forages qui devaient être installés ça et là à travers la République démocratique du Congo. Mais nous avons vécu ce scandale à l'aéroport de Njili où le ministre des Finances, l'argentin congolais Nicolas Kazadi, débarqué de l'avion, est interdit également de sortir au pays avec quelques politiques aussi cités dans cette affaire, léchés médiatiquement sur les dossiers des forages et lampadaires supposés surfacturés. L'argentin congolais vient d'être enfin humilié par les services de sécurité. Faudra-t-il admettre que le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, est entré plutôt de vivre les cauchemars ces derniers temps? Je veux
un tout peu rétropédalé tout à l'heure, j'ai cherché le nom de gouverneur. J'ai vu un compatriote m'a envoyé, oui, il m'a soufflé. Un compatriote s'appelle au nom de Flavien Lemakinavidi. Ah, Keba Libanga. Non, il m'a écrit. Non, il m'a écrit, je ne le connais même pas. Donc il m'a écrit pour dire que c'était M. Kimbembe Mazouba. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup, chers compatriotes. Très bien. Alors, répondez à la question. Avant que je réponde à votre question, je voudrais vous n'avez que 2 minutes. En 20 secondes, j'aime bien la rhétorique et la prosodie et surtout la diction de Joseph Kongolo. Mais lorsqu'il vous dit que Musée, il a vanté Musée, je n'ai pas vanté. Non, attention. Non, quand je dis vanter, ça veut dire vos propos, hein, vos propos, vos adjectifs qui ont fait que qui ont encensé un peu la personne de Musée. Vous n'avez pas tort, c'est tout à fait bien, c'est tout à fait logique tout ce que vous avez dit. Mais moi, j'aimerais vous contredire un tout petit peu. Vous savez, Musée n'a pas vraiment toutes ces qualités dont vous avez dit ici. Et puis Musée, comment? Sur quel point vous voulez... Vous savez, en plein 20e siècle, Musée nous a ramené encore la torture. Vous êtes sans savoir que on nous bastonnait ici. Même les chauffeurs, nos amis chauffeurs sévères, lorsque vous commettez quelques infractions, ce sont des militaires, ce ne sont même pas des policiers, mais des militaires qui interpellent les chauffeurs et on les étale à ciel ouvert, on le bastonnait au ventre, vous êtes sans savoir. Ça, ce n'est pas une pratique pour quelqu'un qui voulait véritablement révolutionner un pays à la dimension. Mais vous ne voyez pas que pour les Congolais, il a fallu... Non, non, je ne vois pas. Je ne vois pas ça. Il n'y a aucune personne qui détient une telle expertise, disant que qui a fait une étude pour chuter par là, pour dire que les Congolais qui a mené des études pour dire voilà, moi j'ai mené des études telles, je l'ai commencé, j'ai vu que en conclusion, les Congolais ne peuvent que s'assujettir rien que par la torture. Il n'y a personne. Ça, ce sont des racontards, ce sont des prêcheurs. Donc, moi je pense que si vous faites des analyses, Musée n'est pas vraiment un bon exemple. Ça, c'est moi, ça n'engage que moi, j'ai beaucoup d'éléments. Ce n'est pas un bon exemple à donner pour la société congolaise. Et surtout qu'il nous a colporté des Rwandais avec tout ce problème que nous connaissons aujourd'hui, en donnant même la grande institution de la défense de notre pays entre les mains d'un Rwandais. Donc, ce n'est même pas quelqu'un à pouvoir faire des éloges. Alors, pour revenir à votre question. Cher ami, vous avez dit cette question de détournement, mais j'allais souhaiter qu'à la fin de vos propos, vous ajoutiez présumé. Parce que rien n'est encore attesté qu'il y a eu détournement. Mais le fait pour je ne défends rien. Moi, Emmanuel Tshibambe, je suis passé entre les mains. Je l'ai toujours dit, je le vante. Et je m'enorgueillis. Comment? Elumbi Solo. Je l'ai dit. Moi, je m'enorgueillis. Disons que je suis passé entre les mains d'Etienne Tshisekedi Wamulumba qui m'a appris la bonne gouvernance, qui m'a appris à ne pas détourner. Moi, qui m'a aussi appris de défendre. Qui m'a aussi appris à défendre la population et surtout à promouvoir la démocratie. Chez nous, c'est la démocratie à l'UDPS. Je l'ai dit. Tout celui qui a détourné doit subir la rigueur de la loi. Ça, c'est moi, Emmanuel. Que tu sois que vous soyez de quel bord politique, de ma famille politique, de ma famille biologique, si vous avez détourné, en tout cas, vous serez mon ennemi. Parce que moi, je ne défends pas. Le ministre des Finances. Non, c'est faux. Pourquoi je dis c'est faux? Laissons la justice qui a ouvert une instruction aller jusqu'au bout. C'est à la justice de nous éclairer. Effectivement, il y a eu des détournements ou surfacturation. Tout ce qui se passe, c'est vrai qu'il y a clameur publique. Ça, c'est vrai. Je ne peux pas être là en train d'empêcher mes compatriotes. Il y a clameur publique. Ça, je reconnais. Mais ce que je ne voudrais pas, que cette clameur-là soit politisée. C'est ça. Et puis cette clameur, vous verrez, ce ne sont que des politiques qui sont derrière, qui sont en train d'attiser le feu. Comment ça? Mais vous avez vu. Vous avez vu. Je ne vais même pas parler vos confrères sur le plan médiatique. Vous voyez même des politiques. Il y a même deux candidats présidents de la République. L'un a été dauphin du chef de plan. Quand je parle de dauphin, ça veut dire deuxième. Parce qu'un dauphin, ça veut dire un deuxième dans une course. C'est ça vraiment la vraie définition d'un dauphin. Vous avez vu même l'un qui a été un dauphin du président Félix Tshisekedi lors des dernières élections. Et l'autre qui a été, je crois, troisième ou quatrième. Qui ont fait des déclarations gravissimes
Là, vous faites allant déjà, à Moïse Katumbi. allant dans le sens de condamner le ministre Nicolas Kazadi. Moi, je ne dis, aujourd'hui, si vous citez le nom de quelqu'un, on vous intente en justice. Moi, je n'ai pas le temps d'aller encore traîner en justice. Non, pardon, je ne veux plus. Mais je pense que les Congolais comprennent qui était deuxième aux dernières élections. Entre le premier, c'était Félix Tshisekedi, il avait 73%. Le deuxième, les Congolais les connaissent. Celui-là il a même ponctué que le ministre Nicolas Kazadi a détourné, il a surfacturé, il a détourné tout comme ça, en lieu et place de la justice. C'est là où je dis c'est malhonnête. C'est foncièrement malhonnête, cher ami. Nous devons laisser. Il y a eu clameur publique, c'est vrai. Mais la justice s'est saisie de cette clameur, bien sûr, et a ouvert une instruction. Laissons les temps au temps. Laissons la justice faire son travail. S'il s'avère que M. Nicolas Kazadi, le ministre des Finances, a bel et bien détourné de l'argent, moi je pense que sa place serait en prison. Il sera sévèrement sanctionné. Mais pour l'instant, que ce soit vous, que ce soit tous ceux qui sont en train de claironner par rapport à cette histoire, personne ne connaît les tenants ni les aboutissants. Donc, pour que je chute, moi j'attends la décision finale de la justice qui va nous confirmer effectivement qu'il y a eu détournement ou pas. C'est par là, moi, je m'exprimerai. Voilà. Emmanuel Tshibambe, côté là. Dans côté Moutouté, moi, côté de la un voleur restera voleur. Même si vous voulez, parce que, vous savez quoi, cher ami? Si moi, Tshibambe, j'ai sorti ici de ce studio et que j'ai volé même une banane, j'ai vu une maman en train de vendre les bananes là. Si j'ai volé même une banane, je serai directement transféré en prison. Et pourquoi quelqu'un qui a détourné plus de 300 millions soit en liberté? Je l'ai dit, si on les démontre, on atteste effectivement qu'il a eu détourné, qu'il y a eu surfacturation, moi je pense que sa place serait en Makala. Joseph Kongolo, contrairement à Emmanuel Tshibambe, faudra-t-il admettre aujourd'hui que les affaires des forages et des lampadaires révèlent aujourd'hui un réseau complexe des corrupteurs où des montants exorbitants sont détournés en procédure d'urgence et en toute impunité aux grandes dames de la population congolaise. Votre analyse. Bien, merci. Je reviens sur deux choses. Je n'ai pas fait l'apologie de Moussa. Vous n'avez que 2 minutes. Oui. J'ai plutôt cité les différentes politiques qui ont été mises sur pied pour transformer le Congolais. C'est comme ça que j'ai cité aussi Mouzé. Je sais les erreurs graves que nous continuons à subir aujourd'hui à cause de Mouzé. Par Mouzé. Exactement. Ça, je le reconnais. Exactement. Mais j'ai cité les différentes politiques qui ont été mises sur pied par différents dirigeants politiques pour pouvoir changer et transformer l'homme congolais. C'est tout simplement ça. Deuxième élément, avant de revenir à votre question, mon ami de droite, quand il parle de volonté, la volonté ne suffit pas, tout le monde a une volonté. En politique, c'est une trilogie. Cette volonté, oui. Ensuite, il y a un engagement et l'action. C'est cette trilogie qui constitue un leadership. Et ce leadership doit être éclairé si les visées vers lesquelles il tend se confondent avec les visées des masses, de la population. Voilà ce que je voulais dire, c'est un problème de leadership qui est très important ici. Pour revenir à votre question, j'ai suivi personnellement le ministre Kazadi à la télé sur ce dossier. Par ses propos, l'homme est éclaboussé par tous les événements autour de lampadaires et aussi autour de forage. Par ses propos, il est éclabousé. Premièrement, on lui présente un dossier que lui n'a pas monté. C'était un gouvernement Ilunkamba. On lui présente un dossier, il trouve lui-même qu'on a surfacturé. Lui-même, d'abord, il constate qu'un puits sur 400 000 $, c'est surfacturé. Lui-même, il le constate. Ensuite, il initie certaines études et on arrive à 297 000 $. 297 000 $. Et il accepte ça, qu'un puits puisse coûter 297 000 $. Là, largement surfacturé aussi. Et les gens de terrain, utilisés par le PNUD, les différentes
les différents embranchements de l'ONU, Oui. ils vous disent que c'est 35 000 $. Tout au plus 50 000. Là, ce sont les hommes de terrain, utilisés par PNUD, utilisés par les différents ONG internationaux. OK? 50 000 $ tout au plus. Pendant que lui, dans la révision de cette surfacturation, il reste encore dans la surfacturation, parce que de 400 000 à 297 pour un puits, c'est impossible. C'est ce que les techniciens de terrain disent. C'est ce que les techniciens de terrain disent. Tous ceux qui font de puits, pour la plupart du temps, c'était l'ONU et ces différents systèmes. Voyez-vous, 50 000 $, c'est vraiment un puits. C'est vrai qu'il y avait des transports, il y avait des coins difficilement accessibles, et tout ça, si on pouvait aller jusqu'à 60, 70 000, on pouvait encore comprendre que, ok, il y a ceci, il y a cela. Mais, 297 000, et qu'il accepte, et d'après ce qui a été dit, ça, ce n'est pas lui, ce n'est pas sorti de sa bouche, Oui. on dit qu'il a payé en mode d'urgence. En procédure d'urgence. En procédure d'urgence. Oui. Vous voyez, ce sont les petits éléments, peut-être de détail, mais qui peuvent révéler, n'est-ce pas, une implication directe ou indirecte, Oui. n'est-ce pas, dans ce fait. Voyez-vous, ça c'est la première, ça c'est la deuxième chose, c'est ce mode de paiement, il est suspect. Il y a des cas précis pour lesquels on peut utiliser ce mode d'urgence, le paiement d'urgence, n'est-ce pas, peut-être que dans la sécurité ou des cas de catastrophe, ainsi de suite. Mais pour un dossier, un dossier qui a été signé par Ilunga Kamba, n'est-ce pas, et puis tout de suite, ça passe comme sous les roulettes. Non, il porte un intérêt soudain. Quelque part, Oui. il est éclaboussé un tout petit peu. Avant de démontrer son implication directe dans ce détournement par la Oui. justice, mais déjà ces éléments montrent que, de près ou de loin, ou de Oui. manière indirecte, n'est-ce pas, il a été éclaboussé par ce dossier. Chuté. Ça, c'est deux. De trois, en libérant ce montant, n'est-ce pas, Oui. est-ce qu'il y a eu de suivi? Est-ce qu'il y a eu de suivi? Il n'y a pas eu de suivi. Parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas pratiquement la situation sur le terrain. Alors que c'est lui qui a défalqué ce montant. Et lui et le ministre Orbota, ainsi de suite. Il n'y a pas que lui. Il y a le ministre qui est directement impliqué. Voyez-vous? Troisième chose, ce que je n'ai pas apprécié personnellement, pourquoi c'est arrivé aujourd'hui à la veille de la sortie du gouvernement. Donc là, on comprend très vite qu'il y a des gens qui lorgnent ce ministère et qui attendaient, n'est-ce pas, au moment venu, pour pouvoir le sortir au grand jour. Mais il est également, les ministres également cités dans des rétrocommissions, dans les circuits de paiement de la dépense publique. Vous ne voyez pas que c'est là également une pratique qui verse l'opprobre sur son ministère. Il qui faut est le savoir- ministère des Finances. Et dit, il faut savoir le fonctionnement de l'État. Sur le paiement de la dépense publique, intérieure ou extérieure, Oui. ça n'est jamais, ça ne relève pas du ministre. Ça ne relève pas du ministre des Finances. Ça relève du gouvernement. Et c'est le président de la République qui donne l'ordre de payer, il plafonne le montant, et c'est le ministre qui va s'exécuter. Donc à ce niveau-là, je crois, personnellement, ce que je sais de ça, c'est que payer la dette intérieure ou extérieure, ce n'est pas le ministre qui prend la décision, mais par contre, c'est le président de la République ou le gouvernement. Très n'est-ce bien. pas, qui donne l'ordre, et c'est à lui Le d'exécuter. gouvernement, à l'issue du conseil des À l'issue du ministres, conseil des ministres, qui donne l'ordre, et on et arrête, celui voilà. qui exécute. C'est pas le Carmel président, Batalou. exactement. Je reviens à vous pour terminer ces chapitres. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est les coûts unitaires des stations de traitement d'eau, telles que exigées par la société, c'est, je crois, consortium Stiver, oui. Votre analyse. Bon, avant de pouvoir y répondre, laissez-moi réagir un Répliquer. peu à chaud, répliquer Oui. à ce qui vient. de Vous dire n'avez mon que 2 minutes. collimateur de gauche. Vous n'avez que 2 minutes. Vous savez, vous ne pouvez pas avoir cette capacité d'entraîner les autres à sa suite si au départ, au préalable, vous n'avez pas la volonté. C'est le vouloir. Vous comprenez? Donc le vouloir précède même les pouvoirs. Donc quand on veut, on peut. Et le leadership rime avec cette volonté. À Le mon vouloir et le faire. co-débatteur, je dirais ça. Oui. Donc, or, ici, nous ne sommes pas animés par cet esprit-là de la volonté politique. Si tel a été le cas, on assisterait en tout cas à des changements énormes, à des changements positifs, allant dans le sens de satisfaire la population, allant dans le sens de rencontrer, n'est-ce pas, les attentes de la population. Bon,
En gros, qu'est-ce que je dirais à propos de détournement des forages? Ce n'est même pas un secret aujourd'hui. Un forage coûte combien? Un forage. Pour faire un forage, il faudrait au moins 20 000 $. Vous êtes spécialiste? Et lorsque... Excusez. Là, c'est à Kinshasa. Hein. Non, non. Là, c'est à Kinshasa. Hein. Ça dépend des Je connais endroits. l'intérieur, aussi. c'est que ça fait. Est-ce qu'un forage, soyons sérieux, lorsque les candidats auxquels a fait allusion, moi non plus je ne vais pas citer les noms, puisque je voudrais ne pas tomber dans les pièges du judiciaire. Et comme Emmanuel, à l'instar d'Emmanuel Tshibambe, lorsque les candidats numéro 2 dit Moïse que j'ai une Katumbi. expérience, Oui. n'est-ce pas, j'ai eu à faire plus de 500 puits. Et un forage coûte 20 000 $. 20 000 $. Pensez-vous qu'il ment aisément puisqu'il est de l'opposition? Mais au-delà de tout, c'est aussi un contribuable congolais. Ça devrait nous plaire, ces comportements-là. C'est l'argent des contribuables congolais qui se dilapide, qui se gaspille comme ça. Et ici, je dirais, durant ce deuxième mandat, cette justice qui a toujours été décriée, considérée comme étant malade, en commençant par les premiers d'entre nous, les chefs de l'État, il est grand temps de laver son image, de nous satisfaire, ne serait-ce que puisque pendant les premiers mandats, l'aboutissement de tous les procès était, la grande partie, n'est-ce pas, de tous les procès était l'acquittement. Il est lavé de l'affaire et tout et tout. Maintenant, il est grand temps de nous faire plaisir. Mais il a déjà On promis voudrait voir qu'il aussi, va mettre fin aux erreurs du passé. comme l'a dit, Oui. s'il s'avère qu'il est vraiment plongé dans cette affaire-là, qu'il soit infractionné. Chuté. Donc, nous disons ça. C'est vraiment regrettable, une fois de plus. Les acteurs politiques congolais nous prouvent que nous n'avons pas affaire aux hommes d'État, nous n'avons pas affaire aux gens, à ces acteurs des changements. Très bien. Plutôt aux acteurs de l'involution, je dirais comme ça. Emmanuel Tshibambe, vous n'avez qu'une minute pour réagir. L'affaire du cardinal Fridolin Ambongo, interpellé par le procureur général près de la Cour de cassation. Bon, merci. Comme je n'ai qu'une minute, j'allais faire quelques purifications scientifiques. Bon, c'est pas si grave que ça, mais je voudrais ici renseigner au public congolais que nous avons tous, bien que quoi qu'étant partisans de sa... comment, qu'est-ce qu'on dit, de pouvoir l'expurger, avoir une nouvelle constitution, mais la constitution dit bien que tout citoyen congolais, tout citoyen, mais ça c'est mon souhait, moi je l'ai dit, moi je vois, vous savez, j'ai étudié pourquoi nous avons la guerre au Congo pendant plus de 30 ans. À cause de la constitution. J'ai dit ceci, non, je parle français, il ne faut pas me faire gober ce que je n'ai pas dit exactement. Parmi les problèmes plus réels que nous connaissons dans ce pays, la constitution, elle est parmi tant. Mais je l'ai dit. Tu as quel problème avec il faut lire, cher ami, va lire l'article 51 de notre constitution. Écoute, va lire l'article 51, l'article 219 et 217. Vous verrez que l'accord de l'Émira que nous décrions se trouve dans cette constitution. Oui. Allez-y lire. Je te donne des articles. L'accord de l'Émira, vous qui cherchez l'accord de l'Émira, lisez l'article 51, 217 et 219, vous verrez que l'accord de l'Émira a été incorporé dans notre constitution. Je vous dis, il faut lire la constitution, mon cher. Vous verrez que non. Parmi les problèmes que nous connaissons dans ce pays, notre constitution actuelle en est aussi un. Il faut aussi faire. Donc, je disais... Oui. Cette constitution, tant que je n'ai pas vraiment beaucoup d'attraction envers ça, nous renseigne que tous citoyens congolais, nous sommes d'abord tous égaux. Oui. Devant la loi, si le chef de l'État, celui qui préside à la destinée du pays, a un juge naturel, le numéro 1 du pays, le chef d'État, a un juge naturel. Vous connaissez le procureur de la Cour constitutionnelle. Oui. Lui, il peut porter le chef, il peut accuser le chef de l'État. Lui, il s'appelle comme Mokolo Kokesha. Si c'est lui-là qui préside à la décision du pays, a un juge naturel. Mais pourquoi pas un pasteur? Pourquoi pas un homme de Dieu? Est-ce que dans notre constitution, il est stipulé que les hommes de Dieu ont des humilités? Ça, c'est une autre chose. Ça veut dire, moi, je fais foi aux institutions de notre pays. Oui. Si la justice estime qu'il y a
il y a un compatriote ou bien il y a un Congolais qui serait instigateur de propos d'incitation à la haine, tout consort. Mais pourquoi jacasser? Pourquoi croire que la justice a commis des péchés de lèse-majesté? Très bien. Non, attendons voir. On a convoqué M. Fridolin, enfin pas convoqué, on a ouvert une instruction à M. Fridolin Ambon et non au cardinal. Il faut enlever d'abord le titre du cardinal, il faut d'abord citer les noms de la personne. Nous allons attendre tous, nous allons voir ce pourquoi on le reproche et nous allons tous apprécier si la justice avait raison ou pas, mais ça sera en second lieu. D'abord, c'est la justice qui fait son travail que toi et moi, nous ne sommes pas magistrats, on n'a pas appris le droit. Laissez d'abord aux spécialistes du droit qui nous disent pourquoi ils ont fait appel à M. Fridolin Ambongo. Et après, on va discuter sur ça. J'aimerais que vous puissiez en fait réagir à ce qu'a dit, Emmanuel Tshibambe. Oui. La Constitution de la République a été déjà entérinée sans que les Congolais les plus ordinaires puissent en maîtriser les contenus. Vous ne voyez pas que vous aussi vous avez un rôle pédagogique à jouer qui consiste également à expliquer aux Congolais. Mais une autre question, vous allez répondre dans 2 minutes. Un cardinal n'a aucune immunité ni privilège de juridiction. Est-ce qu'il doit comparaître